C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le Top Premium est en description de la vidéo. OK? Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, n'oubliez pas, vous avez le bootcamp du mois d'avril qui commence ici, le premier du mois d'avril. Et ce n'est pas un poisson d'avril, essentiellement pour ceux qui veulent changer les choses maintenant. On apprend à analyser une compagnie dès le début, d'accord? Donc, c'est essentiellement pour monter en confiance. OK? So, vous avez également la bibliothèque de prompts pour ceux qui veulent aller plus loin. Ici, vous avez ici, je vous ai mis à peu près deux prompts gratuits ici, d'accord, pour vous aider à peu près à avoir une idée générale d'un business assez rapidement. Si vous avez des questions, vous avez un appel, vous envoyez un message ou bien vous partagez votre thèse d'investissement ici sur le Club Top Invest, d'accord? So, maintenant, on va assez rapidement concernant Trip.com. Je ne la connais pas, enfin, je sais qu'elle est dans le domaine ici des OTA. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Plus grande agence de voyage ici en ligne en Asie, fondée en 99, machin truc, ok, avec ses tripes, Cunard, pour le marché chinois domestique. Elle opère sous un portefeuille de marques complémentaires. Donc, comment gagne-t-elle de l'argent ici? Donc, reparti comme réservation d'hébergement, billetterie, transport, voyage organisé, voyage d'affaires. Bon, c'est essentiellement quelque chose comme Booking. Les clients finaux sont les voyageurs, donc individuels, loisirs, affaires, principalement en Chine et en Asie. Donc, c'est essentiellement un booking, mais spécialisé sur l'Asie. C'est bien ça? Dynamique de commande assez fréquente ici. Est-ce que l'entreprise a un pricing power? Regardez, avantage de coût ici. Effet de réseau. Plus les gens utilisent, plus ça a de la valeur. Coût de changement. Pour qui? C'est la question. Coût de changement pour qui? Les coûts de changement pour les utilisateurs finaux sont modérés. Historiquement, les réservations, les points de fidélité accumulés, les profits de préférence et les outils de planification intégrés créent une friction au changement. Pour les fournisseurs d'hôtels, la dépendance au volume généré par Trip crée également des coûts de changement. Mais c'est précisément ce lien qui est contesté par l'enquête antitrust. D'accord? Donc, est-ce qu'il y a une enquête antitrust? On va vérifier ça. Risque principal, l'enquête antitrust remet en question la durabilité des taux de commission. Donc, ça veut dire qu'ici, il y a peut-être une enquête au sein de cette compagnie. Attention, une enquête antitrust, face mounting pressure from antitrust probe and class action. OK, toujours aller vérifier. Donc, ça pourrait être intéressant d'aller regarder en profondeur. OK, avoir une enquête antitrust, ce n'est pas, enfin, c'est pas une bonne chose. Mais ça ne veut pas forcément dire ici que le business va mourir ou quoi que ce soit. OK? Donc, c'est que l'entité sera scindée en plusieurs parties. Ici, ça montre également la dominance de ce business. Donc, en Chine, Trip.com détient une position dominante qui est précisément l'objet de l'enquête antitrust, ce qui confirme son avantage concurrentiel factuel. C'est bien, mais c'est le plus gros risque. Maintenant, si on regarde ici du point de vue chiffre, Trip.com, j'ai une idée générale de ce que l'entreprise fait ici. Ceux qui ont accès au prompt, allez-y poser des questions. Utilisez surtout, comme d'habitude, je dis, prenez le prompt concernant qui vous apprend à mieux comprendre les industries. D'accord? Celui-là, il existe. Vous pouvez mettre le nom de Trip.com. Ça vous permettra de voir pourquoi est-ce qu'elle existe, quelle est la raison d'être, comment est-ce qu'elle a évolué dans le temps, etc. OK? Donc, en croissance du revenu, on aime ça. Marge brute ici, qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose alentour de 80% par là. Ça rentre dans le cadre ici de ce qu'on avait précédemment. Marge EBITDA ici, on a quelque chose. Alors, on a une croissance de la marge EBITDA sur les dernières années, donc on a à peu près autour de 27% par là, un peu plus élevé que ce qu'on a connu par le passé. Pourquoi c'est de plus en plus élevé? Est-ce que l'entreprise a atteint ici a atteint un niveau de levier opérationnel important? Donc, c'est-à-dire que toute croissance de revenus supplémentaires n'entraîne pas une dépense opérationnelle supplémentaire. Ça veut peut-être dire ici, quand on a une croissance de revenus de 10%, on n'a pas une croissance des dépenses opérationnelles de 10%. Non. On a peut-être, certes, on a peut-être ou pas de croissance des dépenses opérationnelles, ce qui permet ici d'avoir quoi? Un NOPAT de plus en plus élevé. Donc, si on prend ici le NOPAT, je prends aussi en CAGR, je vais prendre les bits en CAGR ici, et je le compare avec la croissance du revenu en CAGR. Donc, CAGR, croissance de revenu ici, qu'est-ce qu'on a? 1, 2, 3, on les met sur le même graphique ici. Et là, on constate que, oula, on va juste ajuster ça. Aïe, aïe, aïe. Donc, les bits, donc la dépense opérationnelle, on peut voir ici que le revenu est croissance de 17%, pourtant les bits est en croissance uniquement de 11,26%. Donc, il y a une pression opérationnelle ici. Malgré cela, les marges EBITDA sont élevées. Attention, EBITDA n'est pas synonyme de rentabilité parce que la dépréciation amortissement peut également être prise en considération. Et si on regarde ici cette compagnie, de manière générale, le total des intangibles est de plus en plus élevé. OK? Donc, si on prend le Invested Capital ici, on a quelque chose aux alentours de combien? Également de plus en plus élevé par là. Donc, on peut avoir droit à une dépréciation amortissement, OK, plus élevée, alors qu'on n'a pas besoin de dépenser en capital cette somme-là. OK? Donc, quand on prend les free cash flow, on dézoome un tout petit peu, n'oubliez pas,
Elle aura le même problème que toutes les compagnies. Enfin, quand je dis un problème, c'est un bon problème, hein, de manière générale. Elle va encaisser du cash en amont avant elle va encaisser le cash en amont avant de fournir le service. OK, donc avec les réservations, etc. Ce qui veut dire qu'elle pourrait utiliser ce cash-là pour faire autre chose. Attention, donc ces free cash-là sont jamais à reconstruire. Donc nous avons ici grosse margin, etc. J'aime bien ce que je vois présentement sur ce business. Est-ce qu'elle rachète des actions? Non. Pourquoi? Elle a plus de cash que de dette ici. Donc, le rachat d'actions pourrait être très, très bénéfique pour ce type d'entreprise. Est-ce qu'elle verse un dividende de plus en plus stable et croissant? Non. Donc, compagnie asiatique qui a de plus en plus de cash ne verse pas ou peu de dividendes, ne rachète pas ou peu, ou peu des actions, qu'est-ce qu'on va faire avec? Qu'est-ce qu'on va faire avec ce type d'entreprise? Sans compter tout ce qui concerne ici les procès antitrust, à aller vérifier, hein, parce que ce n'est qu'une indication. Je rappelle bien, ce n'est qu'une indication. Donc, de manière générale, ça donne combien ici? TripAdvisor, Trip.com, on a quelque chose aux alentours de combien? Comme je l'ai dit, le chiffre est intéressant, mais je paye quoi? 15 fois les bénéfices, 20 fois les bénéfices. Cette compagnie, j'aurais du mal à payer plus de 20 fois les bénéfices. Je mets 15 fois les bénéfices. Pourquoi je mets 15 fois les bénéfices? C'est parce que je ne vois le retour de capital ici est trop nonchalant selon moi. OK? Et j'ai appris avec le temps que les compagnies asiatiques, s'il n'y a pas de rachat d'actions, versement de dividendes, pour moi, c'est un critère très important. C'est pas un détail, comme ça peut l'être sur les compagnies nord-américaines. Pour moi, c'est un détail sur les compagnies nord-américaines, mais en Asie, c'est un critère important. Et parce qu'ils ont souvent ce problème avec le retour des capitaux aux actionnaires. OK? Donc, ça ne me sert à rien de savoir que le cash s'accumule ici. D'accord? Donc, ce genre d'entreprise, est-ce que le management a tendance à faire de bonnes prévisions? Ils sont vers 50% du temps. Ils ont raison. Attention, ce n'est que 50% du temps. OK? Donc, s'il fallait même l'évaluer ici, je prendrais les cash flows opérationnels. Je serais même gentil à partir de ces niveaux-là. Donc, je prends ceci. Cash from operation. On va le mettre où? Cash from operation. Voilà, c'est ça. Cash from operation. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt instable, ces cash from operation-là. Alors, on va faire simple. Parce que là, je serais dans le domaine de la... C'est un business qui peut connaître de la croissance. OK? Disons-nous que les attentes de 2027 pourraient se réaliser. Parce que la demande est de plus en plus élevée pour ce genre de business. OK? Donc, je n'invente rien du tout. Je ne paierai pas plus de 15 fois les cash flows opérationnels. Disons, je vais prendre le moins 10 ans entre 2027 et ici. D'accord? Ça donne à peu près aux alentours ici des 604 dollars hongkongais. OK? 604 moins la dette nette, et on n'a pas de dette nette, on a du cash net. C'est déjà un chiffre intéressant, n'est-ce pas? Maintenant, ça prend en considération des prévisions. Pour celui qui veut être, disons, plutôt conservateur, prenons en considération les attentes, la génération de cash flow de 2024, qui était aux alentours de 31 dollars hongkongais par action. À 15 fois les cash flows, ça donne à peu près 463, plus le cash net ici, ça va donner bien plus que ça. Donc, au prix actuel, on aura toujours un prix intéressant. Donc, on me demande de payer en date d'aujourd'hui 403 dollars hongkongais, un business qui pourrait me rapporter à peu près une quarantaine de dollars hongkongais. Ça fait 10% de rendement. Quel calcul on a encore besoin de faire ici? Maintenant, tout dépend de l'exécution. Mais derrière ça, il n'y a pas de retour aux actionnaires. Ça, c'est le gros point noir. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas un détail pour moi, c'est un élément très important. OK? Politique de dividendes généreuse ou bien politique de rachat d'actions généreuse ici, quand cela s'impose. OK? Je pense que le prix actuel, ça s'impose. Bref, le gros problème, c'est l'allocation du capital ainsi que tout ce qui concerne les différents procès par là. OK? Donc, s'il y a procès maintenant, comment est-ce que ça pourrait se passer? Si l'entreprise est scindée en plusieurs parties, est-ce que ça affaiblit ou bien ça fortifie le business? Est-ce que vous allez avoir tendance à encaisser par exemple, si l'entreprise est scindée en plusieurs morceaux, est-ce que vous aurez chacun des morceaux de cette compagnie-là? Bref, ça, c'est mon avis. Maintenant, je vous laisse ici avec le vôtre. Donc, n'empêche que ça reste une entreprise intéressante dans ce domaine d'activité. Mais bon, je vais dire une chose.
je peux faire rester sur les bookings Expedia et tout le monde est content. Ceci n'est que mon avis et non conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me donne le droit de me tromper. N'oubliez pas, le bootcamp, c'est le 1er du mois d'avril. La bibliothèque de prompt en description de la vidéo. Et si vous avez des questions, des observations, le Club Top Invest est là et c'est gratuit. D'accord? Merci, au revoir.